Marlons Cotton Industries est l'une des sociétés d'égrenage et de commercialisation des produits dérivés du coton-graine les plus modernes et performantes du Bénin et même de la sous-région ouest-africaine. Située dans la commune de Niki, à 600 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin, Marlons Cotton Industries est une filiale de Marlons en Suisse. Cette usine, née dans le cadre de la libéralisation de la filière coton grâce à la volonté du gouvernement béninois, contribue aujourd'hui de façon fort remarquable au renforcement de l'économie nationale et à la résorption du crucial problème du chômage au Bénin. À Niki, berceau de la culture Bariba, où cette usine est implantée depuis 1997, personne ne chôme, du moins aucun bras valide capable d'assurer le transport de la matière première ou semi-finie ou de servir l'usine. Prévu pour occuper une surface de 30 hectares de terre, Marlons Cotton Industries abrite un espace de 15 hectares avec une usine capable d'égrener 60 000 tonnes de coton-graine. Depuis son installation il y a 7 ans, l'usine d'égrenage n'a cessé de faire face à d'énormes difficultés. Au cours de la campagne cotonnière 2004-2005, et précisément le vendredi 25 février 2005, une équipe conduite par le sieur Bello Suleiman, huissier de justice, descend à l'usine d'égrenage de MCI à Niki pour procéder à la saisie de l'usine en application d'un décret pris par le comité de couvrement des dettes de la SONAPRA. Une période peut être choisie à dessein puisque l'usine, depuis son installation, a atteint pour une première fois sa capacité de production maximale qui est de 60 000 tonnes. À notre grande surprise, le 26 février, il y a l'huissier qui s'est pointé à nous pour dire que notre unité est sous saisie, vente, et qu'ils sont mandatés par le gouvernement pour procéder à cette saisie. Nous, notre surprise, on dit, mais en pleine activité, ça ne devrait pas se faire parce que, tout d'abord, la quantité de coton que nous avons, cela a été collecté par les structures paysannes et acheminé par des camions. Quand les camions sont en train de faire des mouvements, ça ne dit pas que tout ce qui est à tout ce qui tourne, que tout appartient à la société. Bon, ils ont dit en tout cas, tout ce qui est à l'intérieur considère que c'est pour la société. C'est ainsi que il y avait les modules qu'on avait fabriqués. Ils ont commencé par doiter les choses et puis ils ont mis la main sur un bon nombre de modules en son temps. Par la suite, ils ont demandé à mettre la main sur le matériel également. Donc c'est ainsi qu'ils ont pris presque la totalité du matériel. Et ils donnaient le délai d'1 mois pour procéder à la vente. Bien, ça devait être vendu dans un délai de 30 jours. Par la suite, ils sont revenus pour demander qu'il y ait une main levée sur ce qui a été saisi 1 mois après. Et que moi, j'étais même très joyeux quand j'ai appris la nouvelle. Aussitôt, une maisible
un autre papier pour dire ils ont transformé ça en procès verbal de saisie conservatoire. Moi, j'ai dit, mais de bien vouloir m'expliquer ce que c'est que la saisie conservatoire. Ils ont dit non, nous sommes habilités à garder les produits à notre niveau. Moi, j'étais surpris. J'ai dit, mais saisie-vente, saisie conservatoire. Une semaine après, ils sont revenus encore pour dire non, que c'est saisie-vente maintenant. Moi, j'ai dit, mais quel est ce jeu qu'ils sont en train de mener? Ils viennent, au fur et à mesure, ils regardent, ils disent, bon, on voudrait faire le point. Et aussitôt, ils mettent la main encore sur les balles, les modules qui sont au niveau de l'usine. Au total, 460 modules de coton-graine ont été saisis, soit 3 983 tonnes 220 et 3 211 balles de 250 kg chacune. Le coût total de ces différentes opérations s'élève à plus de 3 milliards de nos francs. Le coton-graine est une matière vivante qui est hygroscopique, c'est-à-dire qui prend continuellement de l'humidité. C'est le critère qui permet de savoir si ce produit peut être gardé pendant longtemps. Selon la norme internationale de la qualité, au-delà d'un taux d'humidité de 10%, nous avons des effets néfastes sur la qualité. La fibre devient jaunâtre et perd les qualités suivantes, à savoir l'éclat, la couleur, la résistance, la ténacité et la longueur de soie. En ce qui concerne la graine, au niveau de cette graine, la température commence à grimper, à évoluer considérablement. Et ça permet de perdre le pouvoir germinatif de la graine et de perdre la constitution biologique de la graine même. Donc c'est ça qui fait que la graine commence à se pourrir. Donc c'est ce qu'on a constaté après la saisie des 460 modules qui fait 3 983 tonnes 220. Selon l'administration de la société, les stocks de coton égrenés n'ont pas échappé à l'opération de saisie. Comptes gelés saisissent de stocks de balles dans les entrepôts de Cotonou. En somme, un fait qui a empêché le paiement des producteurs de Marlon's Cotton Industries. Nos produits finis ont été également saisis. Si vous voyez sur le terre-plein de l'usine, vous verrez qu'il y a une quantité importante de balles de coton fibre encore sur le site, alors que normalement nous devions évacuer tout ceci en direction de nos clients. Nous avions eu des engagements avec les clients, nous avions des contrats, nous devions livrer ces produits afin de pouvoir avoir des ressources financières et continuer le paiement à nos producteurs et aux transporteurs. Mais malheureusement, comme ces produits ont été saisis, et ils sont allés même saisir des produits qui étaient en instance d'embarquement au port autonome. Donc, nous étions rentrés en difficulté sur le plan financier parce que les décaissements que nos partenaires devaient opérer n'ont pas pu, nous n'étions plus en mesure
d'avoir ces décaissements parce que les contrats ont été suspendus. Nous sommes harcelés par les producteurs et les transporteurs puisque les paiements que nous avions entamés en temps, on était contraints de les suspendre puisque nos produits que nous devions livrer aux clients, nous n'avions pas pu le faire à temps parce que nous avions été bloqués même à l'embarquement. Nous sommes obligés alors de nous démerder soit pour leur faire des avances afin qu'ils subviennent à leurs besoins immédiats. De même au niveau des transporteurs, c'est le même problème, puisque eux aussi ils viennent pour leurs factures. Si nous avons un appel à lancer à ceux qui nous harcèlent, c'est de leur dire de ramener la balle à terre et de voir le côté social de la situation. Le vendredi 17 juin 2005, 4 mois donc après la saisie, la société fut contrainte d'égrener les 40 000 tonnes de coton-graine déjà mouillées par la pluie. Cet égrenage, qui devrait durer au maximum 8 jours, en a pris 18 à cause de l'humidité. Les conséquences de cet égrenage de coton-graine mouillé ne sont pas des moindres. Depuis la saisie, nous avons commencé à faire des opérations de routine. Les opérations de routine consistent à faire quoi? Nous prélevons les températures des modules 3 fois dans la même journée. Nous prenons le taux d'humidité au niveau de chaque module. Lorsque la saisie s'était opérée, nous avions pris le soin de leur expliquer les risques qu'ils étaient en train de courir. Et par rapport à ces risques, on leur a énuméré certains points, à savoir la non-récupération des modules, si la saisie dure pendant longtemps, et la perte des pièces au niveau des machines, la perte de la matière première, la démobilisation au niveau du rang paysan. Outre les pertes en coton fibre que nous avons enregistrées, à côté, compte tenu des difficultés de délintage du coton mouillé et pourri, nous avons eu en moins de 2 semaines enregistré une croissance exponentielle des défaillances d'ordre catalytique à l'usine, ce qui nous a amené à une très forte consommation en pièces de rechange. Par exemple, au niveau des égreneuses, nous avons eu à procéder à un remplacement dans le temps de 5 trains de scie, ce qui revient à un coût total de maintenance avoisinant les 39 500 000. Okay. Nous avons eu aussi à enregistrer une très grande différence au niveau de la consommation des barreaux et comparativement à celle de l'année antérieure, et la quantité avoisine les 917, ce qui engendre une différence en coût de maintenance de 15 500 000 environ. Okay, bon, aussi, quand nous essayons de faire un ratio entre la consommation en gasoil et la quantité produite, nous constatons à ce niveau-là aussi une perte énorme en consommation de gasoil. Et aussi, étant donné que le coton est mouillé et que nous devons mettre en marche notre système de séchage de coton, donc
Notre consommation en pétrole aussi a connu une augmentation énorme. Par exemple, dans la journée je prends 2 jours, au hasard, dans la journée du 28 février, par exemple, 2005, au début de la campagne de cette année, nous avons eu à produire 811 balles avec une quantité de 1000 litres de pétrole. Et sachant que dans la journée de 26 juin 2005, par exemple, après que le coton est mouillé et pourri, nous avons eu à produire 427 balles avec une quantité de 3600 litres de pétrole. Donc la perte est énorme. Et dans la même journée, nous avons eu à constater que la consommation par balle de gasoil est de entre 11 litres. Et sachant que dans la journée du 26 juin, là, la consommation est de 16 litres, donc une perte de 5 litres de gasoil par litre. Donc si nous allons essayer de faire la sommation sur toute la campagne, je crois que la perte sera très très énorme. Sur le plan environnemental, la pollution engendrée par le coton graine mouillé n'est pas restée sans effet sur la nappe phréatique du village Tekpa qui abrite l'usine d'égrenage de Merck Cotton Industries. Les employés de cette usine ont eux aussi eu leur dose avec des maladies diverses, diarrhée, maux de ventre et j'en passe. Cet état de choses a affecté considérablement la santé de certains de nos agents, puisque certains agents sont allés me voir pour se plaindre des troubles digestifs et des maladies de voie respiratoire. Alors nous, on était obligés de débourser de l'argent pour supporter leurs frais médicaux. La pourriture du coton a entraîné assez de mouches et quand on travaille, on a l'odeur qui nous empêche de travailler. Les soirs, arrivés à la maison, nous n'arrivons même pas à bien manger parce qu'on a des constipations. Parfois, la nausée vient et quand on mange, on commence à vomir tout ce qu'on a mangé. Donc, il y a même d'autres qui sont à la maison couchés, qui ne peuvent plus venir parce que la pourriture a laissé, qui ne peuvent pas manger. Ils ne font que boire et tout ça là, ça a entraîné des maladies. Il y a même quelqu'un qui a son pied gonflé, qui est à la maison. Effectivement, il y a de cela 2 semaines à peu près, oui, quand nous avions reçu quelques cas. Il y avait 3 ou 4 personnes qui ont quitté l'usine, qui sont venues en consultation. Et après, les autorités également de l'usine nous ont fait appel. Mais ce qu'on retrouve sur tout cela de commun, c'est quoi? C'est qu'il y en a qui avaient des ballonnements abdominaux. Il y en a qui ont même vomi. Il y en a qui ont fait la diarrhée. Mais ce que également tout cela ont de commun, c'est quoi? C'est que tous travaillent avec du coton. Et ce n'est pas le coton qu'on connaît, parce que là, c'est du coton mouillé. Tous travaillent avec du coton mouillé. Et alors, quand on est allé sur les lieux,
on s'est rendu compte que, n'est-ce pas, non seulement que c'est du coton mouillé, mais c'est du coton qui dégage. Donc, et après ça, on a constaté également que parmi les messieurs qui se plaignent, il y a quelqu'un, c'est vrai, c'est un ancien asthmatique, mais ce travail a fait qu'il a fait son crise d'asthme. Donc, eu égard à tout ça, moi je suis clinicien, c'est normal, certainement que avec une odeur de ce genre, et c'est sûr, en dehors de l'odeur, peut-être qu'il y a autre chose qui sont dégagées, peut-être, n'est-ce pas, qu'il doit y avoir des choses toxiques qui sont dedans. Depuis que cette saisie a été opérée sur l'usine d'égrenage de Marlands Cotton Industries, la vie n'est pas aisée du tout dans la commune de Niki et de ses environs. Les conséquences s'illustrent aussi bien dans le camp des producteurs, des responsables de l'usine, que des autorités communales de Niki. Vraiment, nos produits sont bloqués à un certain moment donné à MCI. Vraiment, ça nous a découragés complètement. Ça a d'abord découragé nos producteurs qui ont dit qu'une fois que les produits ne sont pas égrenés, ça veut dire qu'ils ne rentreront pas en possession de leurs sous. Ça a amené un découragement, des soulèvements. Les gens viennent nous pousser pour nous dire « Ah, allez, c'est vous qui avez envoyé nos produits à MCI, allez réclamer nos sous ». Bon, ça a amené même une bagarre entre certains de nos producteurs. Actuellement, aujourd'hui, je suis venu ici découragé toujours parce que les produits sont toujours là. On n'a pas eu l'argent. Je suis venu avec certains producteurs qui sont tout le temps à ma porte, réclamant leurs sous pour pouvoir acheter au moins du maïs et pouvoir manger, ou pour pouvoir résoudre les problèmes de santé. D'autres ont construit, les chambres n'ont pas pu tolérer. Aujourd'hui, j'ai amené, là, je peux le témoigner. Je peux témoigner qu'il est venu pour lui dire de lui trouver, pour me demander de lui trouver deux paquets de tôle pour qu'il puisse toller sa chambre, qui est complètement en ruine. N'ayant pas les moyens, je leur ai dit aujourd'hui de venir pour qu'on puisse rencontrer le DMCI pour qu'ils sentent que l'argent n'est pas à notre niveau, nous, les responsables des groupements. Donc, cette situation, vraiment, elle n'est pas normale. Il faut que les autorités de l'État puissent prendre le taureau par les cornes, régler ce problème-là pour que l'année prochaine, nous ne vivions plus les mêmes problèmes. Bien vrai que les producteurs, beaucoup de producteurs sont découragés, n'ont pas fait le coton, mais les peu qui ont accepté faire, il faut que nous, qui avions accepté faire, là, qu'on puisse au moins nous prendre les produits et qu'on ne vive plus de telles situations. Les quelques jours que Lucie est venue saisir le coton de Niki, effectivement, si vous rentrez dans la ville, c'était malheureux. Parce que les jeunes que l'usine a eu à recruter pour Niki, c'était très important. Et ça nous évitait les vols qu'on enregistrait à Niki. Et surtout que Niki était réputé, quand vous allez à la prison civile, c'était les jeunes de Niki qui étaient réputés pour les petits vols de cabris, d'engins, tout un tas de choses. Mais avec l'usine qui arrivait, vraiment, on a pu interrompre un peu à ces cas-là. Donc, les quelques jours, on était malheureux, tout mécontents. Malgré les énormes préjudices à eux causés dans cette affaire, les responsables de Marlands Cotton Industries font des pieds et mains aujourd'hui pour avoir les ressources nécessaires afin de payer les honnêtes producteurs lésés et surtout pour sauver la filière qui, il n'est plus un secret pour personne, traverse ces derniers temps une période de vache maigre. Whoa,
Tout a commencé en 1996, quand un promoteur à la personne de Martin Rodriguez a reçu du chef de l'État 3 autorisations d'installation de 3 usines. Une usine de délintage, une usine qui traite les semences de graines de coton, une usine de grainage où nous sommes en ce moment, et une usine d'huilerie. Bon, le promoteur est allé chercher des partenaires à l'extérieur et a bouclé le financement de ces 3 usines en moins de quelques semaines. Bon, il s'est fait que, à l'époque, le ministre sectoriel à la personne du feu Sakakina Jérôme n'était pas d'accord du fait que le président de la République donne directement 3 autorisations à une seule personne. Donc, ça fait partie d'une frustration qui a entraîné tous ces problèmes. Au départ, ils ont commencé à faire des coups bas, ils ont produit des fiches au chef de l'État, et le chef de l'État a mis sur pied une commission d'enquête pour aller voir si réellement le promoteur Martin Rodriguez a commencé les travaux à l'usine ou pas. Donc, lui, il ne savait pas qu'il y avait une conspiration autour de lui. Bon, un conseiller à l'économie du président de la République, M. Fassassi Yacouba, était un de ses meilleurs amis et ils se voyaient presque tous les soirs itinérants ensemble. Bon, excusez-moi, il ne faut pas dire que mon patron a fait des dons et je suis venu relater ici, mais c'est une manière de vous exprimer quelle était la nature de leur relation. Donc, il avait une construction, il a fait des dons de ciment, de fer à béton et tout, il y avait beaucoup de choses. Et un jour, puisque à l'époque, c'est moi qui conduisais M. Rodriguez. Et un dimanche, il reçoit un coup de fil qu'il a convoqué au Palais de la République le lendemain à 9h. Et moi, il m'a dit d'être là très tôt le matin, qu'on l'a convoqué, que le PR l'a convoqué au Palais. Souvent, quand on va au Palais, bon, il prend du temps. Et le jour-là, on est parti. En moins de 15 minutes, il est revenu avec les yeux rouges, tout rouges. Bon, il m'a dit de démarrer. Je suis immédiatement qu'il s'est passé quelque chose là-bas. Et je ne lui ai pas posé la question. Parce que des fois, bon, il me dit les problèmes qui vit, tout ça là. Parce que quand tu es proche de quelqu'un, il faut que la personne te dise des informations qui puissent t'aider à ne pas commettre certaines erreurs pour sa personne et tout ça. Donc, cette bagarre a fait qu'il était obligé de me donner quelques informations pour que je puisse savoir quelle conduite à tenir envers ses ennemis, ses détracteurs et ses adversaires, tout ça. Donc, c'est quand on est sorti du palais qu'il m'a dit que quelqu'un allait le saquer encore chez le patron, puisqu'il appelle le président de la République patron. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que quand il est rentré, le président de la République a refusé de le recevoir et a ordonné à sa secrétaire de lui lire un message. Et le message disait qu'il n'aime pas les confusionnistes, qu'il n'aime pas les opportunistes. C'était 3 phrases. J'ai oublié la 3e phrase. Et la secrétaire lui demande, qu'est-ce que tu réponds? Et il dit, d'écrire à la place de la réponse que lui l'a ri. Et il est revenu. Quand elle est revenue, c'est en ce moment que nous, on est parti. On est parti dans son bureau. Il a compris que
les gens ont dit qu'il n'a pas commencé les travaux. Alors que le gouvernement, et après ça, le feu Sakakina a distribué pas mal d'autorisations d'installation des usines, des gainages et tout. Donc on faisait tout pour lui arracher, ses autorisations. Alors qu'à l'époque, on avait déjà environ au moins 50 conteneurs qui sont au port des machines de l'usine des gainages. Et les travaux ont déjà commencé ici. Il y avait le génie civil qui était bien avancé. Donc, il est venu, il a ramené toutes les preuves. Et lui aussi, il a fait une petite phrase pour répondre au chef de l'État. Et c'est là où le chef de l'État a donné des instructions pour qu'on vérifie effectivement si Rodriguez a des conteneurs au port. Et le port a donné des instructions. C'était à l'époque où le feu Ildefonse Demande était directeur général du port. Donc on est allé. Entre-temps, quand on était au palais, il a envoyé une équipe de reconnaissance sur le terrain pour voir où sont entreposés les conteneurs, le temps qu'on est en train de faire des photocopies pour prouver qu'il y avait déjà les conteneurs. Une équipe était déjà dans le port pour localiser ou si la commission arrive, où est-ce qu'on peut les amener pour voir des références de conteneurs, le connaissement, tous les documents qu'il avait déjà sur l'avancement des travaux étaient là. Donc c'est là où le résultat est venu vers 17h, puisque le président demandait ça plus tard, le 17h. Ils ont fait un syndicat sur honneur pour dire qu'effectivement, les conteneurs sont là et c'est au nom de Malance Coton Industrie. Donc là, le chef de l'État était fâché et il a appelé Fassassi. Jusqu'à M. Rodriguez, je ne savais pas que c'est Fassassi qui était en train de lui faire les coups bas. Et chaque fois que lui quitte le bureau du cabinet du chef de l'État, il se met tout le temps sur sa voie pour savoir de quoi ils ont parlé, et tout ça là. Et lui, bon, comme il ne pensait pas qu'il pourrait lui faire un coup comme ça, il lui disait certaines choses, certains de ses projets, ses ennuis, tout ça là. Et c'est en fonction de ça que les gens lui mettaient le bâton dans les roues. Et le chef de l'État s'est fâché le jour là. Il a dit à M. Fassassi qu'est-ce qu'il a dit sur Martin Rodriguez. Il a dit, vous m'avez laissé insulter le petit, alors que c'est vous-même, l'escroc, le bandit, insulté de tous les mots. Il s'est même levé pour le frapper et il voulait fuir, il est tombé. Il est tombé, c'est les gars du corps qui l'ont relevé. Il a fui et il a rappelé. Et il a dit au garde corps de lui dire qu'il est allé s'enfermer dans le WC pour dire que lui, il a piqué une diarrhée qui ne pourrait pas venir. Donc il a dit, bon, s'il sort, dites-lui de m'envoyer tous les dossiers qu'il a sur MCI. Donc il a envoyé le dossier. Le chef de l'État a appelé un autre conseiller, M. Elebert, qui est conseiller technique aussi, qui a pris le dossier en main. Et le lendemain, on est retourné au port. Et lui, il a repris les vérifications des conteneurs. Et lui, il est allé plus loin, puisque quand il prend un connaissement, il regarde si le numéro qui est sur le conteneur est sur les connaissements et tout ça. Bon. Or, dans le rapport de M. Fassassi, ils sont allés photographier une partie de la pause quelque part pour dire que voilà, quand ils sont allés, que c'est ceux qu'ils ont trouvé qui n'ont même pas bouclé son financement et voilà, tout ça. C'est ça qui a énervé le chef de l'État et il a réagi comme ça. Donc, on continuait, il y avait des coups bas et le risque de sabotage de l'usine était tellement élevé que moi, il était obligé de me dire, il faut que je vienne à Niki pour voir ce qui se passe. Quand on a fini le montage, on a demandé une quantité de coton pour pouvoir opérer des essais. Je crois qu'on avait demandé 4 militons, un truc comme ça. Et c'est le ministre qui devait autoriser, puisque c'est la Sonapa qui donne le coton, et c'est le ministre qui contrôle tout ça. Le feu Sakakina. Et il devait venir ici
pour voir si effectivement MCI a fini ses installations. Et quand M. Rodriguez a appris qu'il devait passer dans son usine, lui, il est venu la veille. Et quand il est venu, il a appris que M. Rodriguez est venu, il a refusé de venir visiter l'usine. Il est resté, il est venu jusqu'à, il est resté à la porte. M. Rodriguez lui a parlé, il lui a tout dit, de rentrer pour voir s'il n'a pas fini ou pas. Il a refusé parce que s'il rentrait, il est obligé d'accorder la quantité qu'on a donnée. Il a refusé, il a continué sa voie, il est parti à Canada. La première année, on n'a pas tourné. La deuxième année, on nous a donné que 19 000 tonnes. Alors nous avons une capacité de 60 000 tonnes. Toute une usine qui ne fonctionne pas à plus de 50% de sa capacité tourne à perte. Donc, ils ont commencé à sortir, bon, les lynchages médiatiques ont commencé, et à tout moment, quand les journaux sortent, ils faisaient la copie, ils faisaient ça à ses partenaires suisses pour dire qu'ils ont fait un mauvais investissement, pour dire qu'ils n'est pas crédibles et tout ça. Donc, quand on a tourné la deuxième année avec les 19 000 tonnes, les partenaires de Rodriguez qui sont en Suisse, c'est eux qui doivent passer les produits. La Sonapar donne la matière première à tous les égreneurs. Donc c'est quand vous vendez que vous remboursez. Donc quand on a produit les balles, on a envoyé ça aux partenaires de MC. Quand ils ont vendu, avec tous les problèmes qu'ils ont eu, ils ont bloqué les sous, ils ont dit que le Bénin ne leur apporte rien. Avec tout ce qu'ils ont fait, ils sont même allés jusqu'à les déclarer personnels non grata à l'époque. Ils ne pouvaient pas venir, ces partenaires, pour venir voir l'usine. Donc, ils se sont découragés. Ils sont partis. C'est là où Rodriguez s'est retrouvé seul dans l'affaire et les problèmes ont commencé. Les partenaires de Rodriguez lui ont demandé de traduire l'État béninois en justice. Dans un premier temps, c'est l'État qui a autorisé l'installation de l'usine. Donc, il n'y a pas de raison qu'on commence à avoir des problèmes. Et Rodriguez a dit non. Si je traduis la Sonapar en justice, c'est l'État qui je traduis en justice. Alors, il s'est opposé farouchement à ça. C'est ça qui a fait qu'eux sont restés fermement sur leur position. Bon, maintenant, les dettes étant là-bas, on a commencé à sortir à petit feu. Chaque fois qu'on doit faire le partage, c'est nous, les autres, se taillent la part des lions et nous, on nous donne la part du lièvre. Donc, on ne pouvait pas s'en sortir avec tout ce que nous recevons comme produit. On ne s'était pas découragé, puisque c'est quelqu'un, il ne se décourage jamais, ce n'est pas de son genre. Donc, l'usine de délintage aussi a fait l'objet de saisies, bon pas saisies, ils ont dit non, l'opérateur privé ne veut pas avoir une usine de ce genre, il faut que ce soit l'État. Alors que les usines étaient au nom de MC, ils ont acheté les usines et quand la Sonapar est sûre d'être privatisée, ils nous ont retrocédé ça tout à l'heure. Je vais vous amener voir les usines. Ça fait partie de toutes les dettes qu'on nous réclame aujourd'hui. Et ces usines-là ont fait 3 ans au port et après ça a fait 2 ans à Rossé-Bénin par la cour. Je crois que cette année, ça fait la 3e année. Et les conteneurs, certains conteneurs ont été éventrés. Je ne sais pas si c'est au port de Cotonou ou bien si c'est à l'OCBN. Toujours est-il que le statut du bâtiment est pourri, rouillé et tout ça là. Il y a même des engins que les machines, que les fournisseurs même de ces machines-là ne fabriquent plus. Donc forcément, il faut installer ces usines pour voir si tout ce qui est là peut travailler. Donc, MCI s'est entendu avec la Sonapar. Quand ils nous ont retrocédé ça, on a dit donc on va réévaluer pour voir l'état actuel des machines. Donc, Sonapar a demandé une expertise par le fournisseur. Ils ont envoyé des experts ici. Nous aussi, on a pris nos consultants. Ils sont venus et ensemble, ils ont fait le travail. Et ils ont vu que le coût actuel
des machines vraiment que ne vaut plus rien, puisqu'il y a des choses qui ne fabriquent plus, il y a des machines qu'on ne sait même pas si ça va tourner, puisqu'il y a des moteurs électriques dedans. Donc tout ce qui est, il y a des trucs sensibles. Donc sans l'installation de l'usine, on ne peut pas voir, puisque si nous, on paye ce qui nous réclament, ils nous réclament environ 2 milliards pour ça. Si on paye qu'on installe ça, parce qu'on devait installer ça à Tanguita. Et c'est cette année qu'on devait, après la campagne, on devait commencer les travaux là-bas. On a déjà obtenu des sites. On a même déjà mis des claviers, tout ça là sur les sites. Il y a même des techniciens que la direction générale a envoyés au Tchad pour aller voir une usine de délinquage pour pouvoir commencer. Donc, si on n'avait pas eu ce problème actuel, après la campagne, on attaque les installations de l'usine de délinquage à Tanguita. Mais vu ce que nous avons vécu, vraiment, je me demande s'il aura encore le courage de faire ça. Parce que, d'abord, le coton a pris un coup. Et, subitement, on vient nous saisir. Bon, pour la saisie, on nous a dit que de payer tout ce qu'on doit du coup. Alors qu'on a fait une conception à l'État, on a dit, bon, on va payer par échéance des montants. En fait, c'est la tête de quelqu'un qu'on veut. Ce n'est pas qu'on veut défendre les intérêts des producteurs. Si on voulait défendre les intérêts des producteurs, on ne va pas laisser leurs produits, puisque si vous assistez à la récolte du coton, vous allez voir que ça se fait à la main. Et imaginez des tonnages de coton qu'on produit, comment ça peut se passer. Quand le président, tout le temps, il recevait des fiches, c'est parce que c'est lui qui protège Rodriguez, c'est lui qui fait ça, c'est pour ça que Rodriguez ne veut pas payer. Mais Rodriguez a la volonté de payer. C'est les gens qui ne veulent pas qui payent. Le chef de l'État a mis une commission de recouvrement sur pied pour récupérer les créances de Solampa. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a confié, on respecte ce qu'il a fait, mais il a confié encore ce dossier à ce monsieur Fassassi Yacouba. Bon, Fassassi Yacouba ne s'entendait plus, le courant et la tension était devenue tendue. Et il y a une dame qui est au palais, qui a appelé, qui a invité M. Rodriguez et son directeur général au palais pour menacer de fermer l'usine, de créer tous les problèmes du monde. On l'appelle Madame Chantal de Souza, et qui a dit cette année qu'on va avoir tous les problèmes, tout ça. Donc on était ici quand ils sont venus un jour dire que bon ben qu'il faut qu'on ferme. On va fermer comment? Non, on ne sait pas. Vous laissez Cotonou, vous venez. Et on nous a donné des instructions. Ne vous opposez pas, n'enfreignez pas la loi, laissez-les faire. Ils ont fait des saisies, ils ont saisi jusqu'au cargos. Il y a un camion de transport pour le personnel, les modules. À chaque fois quand ils viennent, ils viennent avec une liste comme si ils ont reçu un bon de commande et ils regardent les qualités des produits qu'ils doivent saisir. Nous, quand on produit, on fait l'état de nos produits finis. Donc, les producteurs, ils ont saisi les modules, les matières premières. Nous, les producteurs venaient nous assurer tout le temps, il faut payer nos dettes. On a dit, on a saisi, sous-saisi. Même nos balles qu'on envoyait sur Cotonou ont été saisies. Même les camions qui transportaient nos balles, une fois qu'ils rentrent à Cotonou, à partir de Calavi, on les poursuit, ils font l'objet de saisies. Et tout ça là, on ne peut rien. C'est quand les producteurs se sont levés pour aller voir le chef de l'État, et la semaine dernière, que le chef de l'État a convoqué MCI. Et MCI est parti, est représenté par son directeur général, et il a donné la parole au directeur général, à la personne de Gilles Alaye, qui a répondu que nous sommes sous saisie. C'est pour ça qu'on